Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo assez différente de d'habitude. Ce sera pas une vidéo suivie de PEA CTO, ce sera une vidéo bien évidemment finance, on va rester dans le thème de la chaîne évidemment, mais ce sera une vidéo dédiée sur les patrimoines des différents ministres, en particulier sur ceux du gouvernement Bayrou, puisqu'effectivement les patrimoines de ces ministres ont été déclarés la semaine dernière tout simplement et il y a eu énormément de scandales sur les différents patrimoines puisque de toute façon, spoiler alerte, mais les trois quarts sont multimillionnaires. Et voilà, clairement, en ce temps de crise, en ce temps de scandale français, tout simplement, que ce soit à travers la dette, la pauvreté qui s'accélère, etc., on a des ministres de plus en plus riches, de plus en plus multimillionnaires, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo sur 3 points, donc avec les patrimoines des différents ministres, comme je vous l'ai annoncé, on va voir surtout les patrimoines les plus riches et les plus pauvres. Donc on va prendre les deux extrêmes, même si évidemment, vous l'avez bien compris, quand on parle de ministres, on peut difficilement parler de pauvreté. Le point numéro 2, ce sera pauvre égale effort, millionnaire égale confort. Alors je vous dévoile pas ce que ça veut dire, c'est une petite métaphore que j'ai inventée aujourd'hui, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Et le troisième point, investir pour se protéger. Pour se protéger de quoi finalement? Pour se protéger un petit peu des conneries que nous font tous les ministres, puisque on aurait tendance à dire que voilà, c'est des personnes compétentes, c'est des personnes qui gagnent bien leur vie et du coup qui ont des obligations de résultat par rapport à la France, qui mènent bien la France tout simplement, économiquement, structurellement, etc. Force est de constater que c'est pas du tout vrai, et malgré les gros salaires finalement qu'on leur paye, puisque c'est nous qui payons à travers l'impôt leur salaire, et ils font n'importe quoi et ils sont en train de mettre la France en faillite, à genoux, tout ce que vous voulez, décrivez tous les mots que vous souhaitez pour décrire la France à l'heure actuelle, mais c'est se protéger aujourd'hui, c'est obligatoire puisque on n'aura peut-être pas forcément de retraite. Enfin bref, on va voir ces 3 points dans cette vidéo. Si jamais vous aimez ce petit format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que ça change un petit peu du suivi PEA CTO, mais je pense qu'on reste quand même dans le thème et moi j'adore faire ces vidéos un petit peu sujet d'actualité qui restent mine de rien en lien avec la bourse puisqu'on parle d'investissement pour se protéger. Donc bien évidemment on va parler de bourse aujourd'hui aussi. Alors on va commencer directement avec le point numéro 1, les différents patrimoines des différents ministres. Alors il faut savoir que j'ai pas pris tout le monde, il y a beaucoup plus de ministres que ça, mais j'ai pris 5 personnes, donc avec le patrimoine le plus riche et le patrimoine le moins riche, et puis après j'ai pris des justes milieux. Et donc du coup on va commencer directement avec le patrimoine net moyen des ministres du gouvernement Bayrou, qui s'élève, tenez-vous bien, à 2 620 000 euros. Donc évidemment, tu as des personnes qui n'ont pas beaucoup de patrimoine, et il y en a qui ont énormément de patrimoine, donc qui font relever largement la moyenne. Mais bon, déjà, un patrimoine moyen à 2,6 millions, c'est beaucoup, c'est relativement beaucoup. Alors effectivement, bon, c'est des ministres, on le sait très bien, ils ont des bons salaires, ils n'ont pas de charges, voilà, ils n'ont pas de charges de nourriture, etc. Tout leur est payé tout simplement par nos impôts évidemment, mais ça reste quand même un patrimoine énormissime pour la majorité des Français et ça passe difficilement bien compte tenu de la situation à l'heure actuelle de la France. Alors parlons déjà du ministre le plus riche du gouvernement Bayrou. Je vous détaillerai après évidemment ce que contiennent les patrimoines de ces différents ministres, mais déjà on a le top 1 avec Marc Ferracci, qui est le ministre de l'Industrie, qui possède un patrimoine net, écoutez bien, de 23 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 23 millions d'euros pour un ministre, ça commence à être énormissime. Bon après, comme je vous l'ai dit, ils ont des gros revenus, ils ont peu de charges, etc. Mais évidemment, un patrimoine à 23 millions, compte tenu de la situation actuelle de la France, on nous demande de faire de plus en plus d'efforts. Ah oui, mais nous, entre guillemets, on est pauvres, donc on ne gagne pas beaucoup d'argent, on peut difficilement faire des efforts. Quand tu as un patrimoine de 23 millions, c'est à toi de faire des efforts, très clairement, parce que même si tu l'as gagné cet argent, je critique pas du tout les riches, moi-même je vais en devenir un, mais c'est compliqué de nous demander de faire des efforts à des personnes qui sont en usine ou pas, qui gagnent des fois le SMIC ou 2000, 3000 euros. C'est pas à ces personnes-là de faire des efforts, sachant que ces personnes-là, ils gagnent 3000 euros, mais ils ont des charges, ils ont un loyer, ils ont de la bouffe, ils ont des voitures, alors que tous ces personnes-là, tous ces ministres gagnent des tonnes d'argent sans rien payer en plus de ça, les amis. Donc c'est ça qui est révoltant. Quand on voit des patrimoines comme ça, on a envie de se dire quand même que c'est un petit peu du foutage de gueule et que les efforts qu'on nous demande, ça devrait pas être à nous de les faire, très clairement. Alors on va regarder un petit peu le patrimoine de ces différents ministres, donc on va faire ministre par ministre. Donc on est sur la dépêche comme source, et donc le plus riche, comme je vous l'ai dit, c'est Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, qui a à peu près 23 millions d'euros. Donc de quoi est composé son patrimoine? Sa fortune provient des parts d'une société d'expertise comptable et de conseil en gestion présidée par son père. Donc voilà, il a déjà beaucoup d'argent sur une part d'entreprise. C'est pas coté, c'est pas des entreprises en bourse qui sont cotées sur le CAC 40, sur le S&P 500, c'est vraiment, on va dire, une entreprise familiale et il a des parts sur cette boîte, même si c'est une grosse boîte, c'est pas coté.
Donc c'est pas de l'investissement en bourse, mais il a déjà une très grosse part dans une société. Son activité de ministre lui a rapporté 23 000 euros en 2024. Ça me paraît pas beaucoup quand même. Ça fait du 2 000 euros par mois. Je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé, hein, Marc Ferracci au gouvernement en tant que ministre, mais ça me paraît pas beaucoup, 23 000 euros. Après, s'il est resté que 2 mois, ce serait potentiellement normal. Et du coup, son activité de député, 43 000 euros. Donc déjà, il a cumulé deux activités. C'est aussi ça la puissance du gouvernement. Tu peux cumuler des activités. Et donc, il a déjà quasiment 70 000 euros de revenus par an quand tu calcules le revenu de ministre et de député, sachant que voilà, le ministre, ça va beaucoup augmenter, je pense, en 2025, parce que là, 23 000 euros, très clairement, c'est vraiment peu. Mais il a également beaucoup d'immobilier. Il a voilà, la moitié d'un appartement parisien donc de 70 mètres carrés, il a une maison de 90 mètres carrés, il a quand même un petit peu d'immobilier. Alors il a quelques comptes d'épargne, il a un compte courant où il y a 3 000 euros, un compte d'épargne avec 1000 balles et un LDD avec un peu moins de 10 000 euros. Très clairement, on peut voir qu'il a son argent essentiellement investi. Il laisse rien sur ses comptes. Bon, ça pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est très intelligent. Il a une petite réserve de côté, mais voilà, la majorité de sa fortune est investie, donc je trouve ça plutôt bien. Malgré tout, quand on parle de bourse, puisque moi je suis une chaîne bourse, il n'a pas d'investissement en bourse. Clairement, il n'a pas de CAC 40, il n'a pas des S&P 500, il n'a rien du tout. Ou en tout cas, ça n'a pas été déclaré. Enfin, il a juste des parts d'actions dans la société présidée par son père, mais il n'a pas de société cotée, donc c'est pas un investisseur en bourse, Marc Ferracci, très clairement. Alors, on va parler maintenant du deuxième ministre le plus riche, et c'est donc Éric Lombard, un ministre de l'économie, avec un patrimoine total net de 21 millions d'euros. Donc encore une fois, là on est déjà sur deux personnes qui ont plus de 20 millions d'euros de patrimoine. On est sur des sommes assez gigantesques. Clairement, quand tu commences à taper des 10-20 millions de patrimoine, ça commence à être assez costaud. Donc on va regarder un petit peu maintenant la constitution de son patrimoine aussi à Éric Lombard, puisque bon, c'est quand même quelque chose d'important à suivre, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Éric Lombard, ministre de l'économie? Il a le plus grand patrimoine immobilier. Bon, c'est ce qu'on va voir. Alors, le second ministre possède le patrimoine le plus important avec 21 millions d'euros. 11 millions d'euros proviennent de parts dans une entreprise de conseil. Donc, on peut voir déjà que les deux ministres ont des parts dans des sociétés, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore une fois des sociétés cotées en bourse. Donc, c'est des sociétés non cotées. Effectivement, ils ont des parts, mais il n'y a pas d'investissement boursier pour le moment. On va voir s'il y en a après. Il a également plus de 8 millions d'euros de biens immobiliers. Donc, rien qu'avec ça, on est déjà à 19 millions d'euros. Une maison de 240 mètres carrés à Paris avec 6 millions d'euros de valeur, un appartement de 180 mètres carrés avec 2,8 millions de valeur. Il est copropriétaire d'une maison de 410 mètres carrés dans le Morbihan avec une valeur de 1,8 million, enfin acheter 1,8 million, peut-être que ça vaut un peu plus. Il possède également 53 000 euros sur des comptes courants de la BNP. Je vous rappelle que Éric Lombard, il a été dirigeant de la BNP, donc lui il a eu des sacrés salaires aussi pour le coup. C'est pas étonnant qu'il ait aussi un énorme patrimoine comme ça. S'il a bien géré ses sous, c'est normal qu'il ait un gros patrimoine aussi. Donc finalement assez peu d'argent sur ses comptes, évidemment par rapport à son patrimoine, ce qui est aussi intéressant puisqu'il garde une petite réserve de cash, mais il investit tout. Et donc dans sa déclaration de patrimoine, il a également 612 000 euros d'objets d'art et un voilier de 140 000 euros et un piano à queue de 45 000 euros. Ok, il a quand même une grosse majorité de son patrimoine dans les sociétés non cotées et en immobilier, mais encore une fois, on peut voir que Éric Lombard n'investit pas en bourse. On va parler de la troisième personne la plus riche du gouvernement Bayrou avec Rachida Dati, ministre de la Culture, qui possède 6 millions d'euros de patrimoine. Bon, ça a été divisé par 3 voire par 4 par rapport aux deux autres. Ça reste un patrimoine qui est quand même assez énorme, très clairement. On a 6 millions d'euros de patrimoine, on peut pas dire que c'est un patrimoine de personnes lambda, très clairement, on va pas se mentir. Donc, on va analyser tout simplement son patrimoine. La ministre sans bijoux, Rachida Dati, la qualification qu'ils prennent pour l'appeler, ça me fuit en vrai. Donc avec 6 millions d'euros de patrimoine, Rachida Dati est la troisième ministre du classement. Elle a déclaré un salaire comme ministre de la Culture de 63 000 euros et 116 000 euros de revenus d'avocat. Donc là, ça commence à faire des gros revenus, 170 000 euros par an, à peu près 180 000. Donc bon, c'est aussi pour ça qu'elle a un gros patrimoine, parce que ses revenus sont élevés. Du coup, forcément, c'est une bonne gestion financière, elle peut avoir un gros patrimoine, très clairement. Sur ses comptes, elle possède énormément d'argent. Sur ses comptes, elle a quand même 313 000 euros sur un compte courant. Je sais pas si c'est un compte courant. Oui, c'est un compte courant. Et un LDD à 7 000 euros. Donc elle a déjà 320 000 euros de placés sur ses comptes. Alors elle a quand même quasiment 5% de son patrimoine, voire un peu plus, sur ses comptes courants. Je trouve ça beaucoup. Bon, après, peut-être qu'elle attend une crise pour pouvoir racheter des actions, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, on peut voir qu'elle a quand même beaucoup d'épargne de côté. Elle a aussi des actions en bourse, les amis. C'est la première ministre qui a un gros patrimoine que je vois avec des actions en bourse cotées au CAC 40. On peut voir qu'elle a beaucoup d'actions françaises pour le coup, ou européennes. On peut voir notamment beaucoup de dividendes aussi. Donc Airbus, LVMH, Orange, L'Oréal, Pernod Ricard, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Thales, TotalEnergies, Eiffage, enfin toutes les grosses sociétés du CAC 40, on peut le voir. Mine de rien, c'est la première à avoir des actions en bourse, et ça je le salue. Elle a également un petit patrimoine immobilier, donc avec un appartement de 37 mètres carrés d'une valeur de 230 000 euros, avec également une maison de 88 mètres carrés en Saône-et-Loire d'une valeur
de 88 000 euros. Ok, bon, c'est pas cher hein, quand même comme maison. Ça fait 1000 euros du mètre carré pour une maison. Bon, Saône-et-Loire, ok. Mais ça me paraît quand même pas trop cher. Est-ce qu'elle a un petit peu dévalué quand même le montant de sa maison? Non, c'est trop rien. Elle a également déclaré, ça c'est assez intéressant, qu'elle ne possède aucun bijou qui figure dans sa déclaration de patrimoine. Pourtant, voilà, elle avait oublié en 2017 de déclarer 420 000 euros de bijoux. Bon, on va laisser le bénéfice du doute, hein, très clairement, mais voilà, je pense qu'il y a quand même une petite fraude éventuelle de sa part. Elle a peut-être oublié une petite Rolex, bon, voilà, on sait pas trop. On sait pas trop. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, elle a quand même un bon patrimoine, très clairement, en bourse, très peu d'immobilier, et elle a quand même beaucoup d'argent sur ses comptes. Hein. Donc voilà, on est sur une gestion assez spéciale, hein, très clairement, de ce profil qui est Rachida Dati. Parlons maintenant de la quatrième personne qui est François Bayrou, bien évidemment le Premier ministre hein, qui nous a demandé de faire des efforts aux Français et qui possède un patrimoine de 1 300 000 euros. Alors à sa défense, il n'a pas un gros patrimoine parce que bon, il nous aurait demandé de faire des efforts avec un patrimoine de 20 millions d'euros. Comment vous dire que ce serait difficilement passé, quoique c'est déjà difficilement passé. Hein. Bon, il est quand même millionnaire, hein. Il faut bien se dire que voilà, M. Bayrou est quand même millionnaire et il nous demande de faire des efforts. Alors moi, clairement, je suis simple français, simple citoyen qui ne gagne pas énormément d'argent, je veux bien l'entendre, mais voilà, quand on gagne 2-3 000 euros par mois, j'estime quand même que c'est pas forcément à nous de faire des efforts, on en fait déjà depuis des années, compte tenu du taux d'imposition qui est le plus élevé quasiment du monde en France, on fait déjà énormément d'efforts. Je pense que les efforts doivent venir d'ailleurs, hein, très clairement, et surtout de la dépense publique. Il faut arrêter de dépenser n'importe comment notre argent. Bon, quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu le patrimoine de M. Bayrou. Et donc François Bayrou, comme je vous l'ai dit, a déclaré un peu plus de 1 300 000 euros, donc il est essentiellement composé de biens immobiliers, donc un petit peu comme Éric Lombard, même si lui il avait quand même beaucoup de parts dans une autre société. Il possède une maison voilà, de 550 000 euros qui fait 225 mètres carrés, un appartement de 40 mètres carrés, plus du terrain, des terres agricoles aussi, dans les Pyrénées-Atlantiques, ok, et un appartement à Paris. Donc bon, il a quand même une majorité d'immobilier, hein, je dirais 90% de sa fortune est immobilière, donc il doit payer l'IFI. Et donc il a également des revenus, hein, bien évidemment, donc sa fonction de maire de Pau lui a rapporté 40 000 euros, 41 000 euros, et sa présidence dans la communauté d'agglomération de Pau, 26 000 euros en plus. Donc vous voyez qu'il cumule aussi lui les revenus, hein. Il est bien, hein, un revenu là, plus un revenu là, plus un revenu là, on arrive déjà à 60, quasiment 70 000 euros de revenus, hein, très clairement. Il a également des comptes courants, hein, où il possède de l'épargne dessus, il possède 32 000 euros sur 4 comptes courants au Crédit Agricole et à la BNP, il a un compte d'épargne avec 2755 euros et un COFDEVI, donc ça je sais pas ce que c'est, avec 2200 euros. Donc on peut voir que voilà, M. Bayrou, il n'a pas beaucoup d'argent, clairement, il est un petit peu comme tout le monde, il investit une grosse partie de ce qu'il a, voilà, les investissements immobiliers principalement, mais il a très peu d'argent sur ses comptes, il comprend bien hein, le système d'inflation, qu'il faut investir aussi dans des actifs tout simplement qui prennent de la valeur avec le temps. La déclaration de patrimoine indique un emprunt de 20 000 euros en 2021 pour lequel il lui reste 4 500 euros à rembourser, et il a déclaré 4 véhicules. Il est quand même gourmand en termes de véhicules, alors en plus c'est quasiment que du français, hein. Bon, il a une Toyota quand même, mais il a une Peugeot, il a 2 Renault, donc il est très français, hein, ce monsieur Bayrou, voilà, c'est typique des Français, il a beaucoup d'immobilier, des voitures françaises, on va pas lui jeter la pierre. C'est vrai, quand on a un Premier ministre avec, j'ai envie de vous dire, un patrimoine comme ça, il va pas encourager à investir en bourse, très clairement, puisque lui-même, encore une fois, n'a pas investi, j'ai l'impression, compte tenu de sa déclaration, un seul centime en bourse. Donc, c'est pas forcément une bonne chose selon moi. Et là, les amis, on va parler de la dernière personne qui est la plus pauvre hein, du gouvernement Bayrou. Et là, clairement, ça m'a fait un petit peu tilt dans ma tête quand même. On va parler de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui a, écoutez bien, déclaré un patrimoine de 77 821 euros. Un ministre avec un patrimoine de moins de 100 000 euros, très clairement, les amis, je vois pas trop comment c'est possible. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça a des gros revenus. Déjà, il est assez vieux, il est quand même assez âgé, il doit avoir 45-50 ans je pense, donc mine de rien, il en a amassé du pognon dans sa vie, ça veut dire qu'il n'a pas fait du tout d'économie, déjà ça c'est le premier point. En tant que ministre, voilà, il doit toucher peut-être 50, 60, 70 000 euros par an, s'il n'a pas d'autres revenus à côté, et en plus de ça, il a zéro charge, hein, puisque voilà, on lui paye tout en France, les ministres ne font rien en termes de dépenses, on lui paye la bouffe, on lui paye les chauffeurs, on lui paye tout. Comment il peut avoir que 77 000 balles de patrimoine, dire il est moins riche qu'un Français moyen, ça me paraît quand même assez gros, très clairement. Donc bon, je veux bien que ce soit un monsieur qui soit dépensier, mais honnêtement, vu les salaires, les avantages qu'il a, etc., je vois pas trop comment tu peux déclarer en tant que ministre moins de 100 000 balles, hein, très clairement. On laissera le bénéfice du doute, mais j'ai quand même un gros doute sur les déclarations de patrimoine de certains. Mettez-moi également dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, des patrimoines, voilà, surtout de Gérald Darmanin, qui est un petit peu
petit peu étrange hein, quand même. Quand on voit un patrimoine comme ça, on a le droit évidemment de se poser beaucoup de questions sur la véracité de sa déclaration, bien évidemment. Alors parlons un petit peu du plus modeste, hein, comme la dépêche l'appelle, Gérald Darmanin, un ministre, hein, on va l'appeler pauvre hein, très clairement, parce que pour moi un ministre qui a moins de 100 000 balles de patrimoine, c'est un ministre hyper pauvre, hein, très clairement. Et donc il a déclaré évidemment avoir un patrimoine de moins de 80 000 euros net. Alors évidemment, il a plus en termes de brut, mais le brut, faut pas le compter, hein, très clairement, parce que tout le monde peut être millionnaire en patrimoine brut, mais en net, c'est encore autre chose. Il possède du coup un appartement de 95 mètres carrés dans le nord d'une valeur de 225 000 euros. Il y a beaucoup de crédits certainement là-dedans, puisqu'il n'a pas déclaré autant sur son patrimoine net. Il a également 3 comptes courants avec 562 euros et 12 300 euros sur un livret A à la banque postale, les gars. Mais je sais pas si vous imaginez, là c'est le pire de tout. Déjà la banque postale, clairement c'est honteux. Moi j'ai mon père qui est à la banque postale et tout. Catastrophique déjà, rien que ça. Il a 12 000 balles sur son livret A, sachant qu'il a que 77 000 euros de patrimoine. Il a, on va dire, une réserve de sécurité. Mais c'est un ministre, hein, les gars. Voilà, je veux dire, il a des revenus, des gros revenus. Il n'a pas de reste à charge, il a rien. 12 000 euros sur un livret A, pour moi, c'est beaucoup d'épargne de sécurité compte tenu de sa situation. Quoi qu'il en soit, c'est son choix. Tout simplement, il a également un appartement où il a souscrit un prêt habitation en 2023 pour lequel il lui reste 185 000 euros à rembourser. Donc c'est ce qu'on disait, hein. La valeur de cet appartement qu'il a là, dans 95 mètres carrés dans le nord, il n'y a pas beaucoup de sous de récupérer dessus, hein. Il a 40 000. Le reste, en gros, voilà, il y a 70%, voire 80% encore qui est à la banque. Hein. Et en 2024, voilà, il a perçu quand même 65 000 euros comme ministre de l'Intérieur, 34 000 euros en tant que député et 18 000 euros d'avance sur les droits d'auteur. Il n'a déclaré aucun véhicule. Donc imaginez, les amis, ça veut dire que le mec, il a quand même 115 000 euros de revenus annuels, 115 000 euros de revenus annuels, donc quasiment 10 000 balles par mois. Il a aucun véhicule, parce que tout lui est payé, il a pas de il a un chauffeur, donc il n'a pas d'assurance, il n'a pas de frais d'essence, il n'a pas de frais de bouffe, il a rien. Il a 70 000 euros de patrimoine. Il y a quand même un gros problème, il y a quand même un gros souci. Clairement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait de ses sous, hein? Très clairement, c'est soit un hyper dépensier, ou alors, voilà, il est collectionneur dans des objets d'art, et il met tout son pognon dans les objets d'art, mais il a déclaré aucun objet d'art. Donc moi, clairement, je me pose des questions sur son patrimoine. Où est-ce qu'il dépense son argent, hein? Quand même quelque chose un petit peu étrange là-dedans. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on va parler maintenant du point numéro 2. Pauvre égale effort, millionnaire égale confort. Et en fait, ça, c'est une petite voilà, métaphore que je vous ai créée. Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure au début. Pourquoi les pauvres, ils doivent faire des efforts, hein. Monsieur Bayrou nous a demandé de faire un effort à tous les Français. Des mesures présentées en juillet, donc on va voir un petit peu les mesures plus tard, elles ne sont pas été présentées. Mais bon, les pauvres doivent faire des efforts pour que les millionnaires du gouvernement gardent leur confort, tout simplement parce que, voilà, tout est payé par nos impôts, hein, que ce soit leur salaire, leurs avantages sociaux, etc. Il va falloir que les Français fassent des efforts. Donc les pauvres vont faire des efforts pour garder le confort des millionnaires du gouvernement qui font n'importe quoi avec notre pays. C'est révoltant, mais c'est comme ça malheureusement. Bon, quels efforts on va pouvoir faire en tant que Français? Donc il y a des efforts qui vont être inenvisageables, bien évidemment, la hausse des impôts, clairement, on est déjà le pays le plus taxé au monde, c'est inenvisageable d'augmenter les impôts. Alors, évidemment, ils peuvent le faire, mais ce serait une catastrophe pour le pays, il y aurait énormément de fuite fiscale, etc. Bon, c'est une catastrophe. Alors, il peut y avoir également d'inenvisageable, hein, la réduction ou la suppression des niches fiscales. On a tellement peu de niches fiscales en France, hein, très clairement, que voilà, les supprimer, honnêtement, je vois pas l'intérêt, parce que sinon, ça enlèverait l'attractivité de la France, et il y en aura encore plein qui vont fuir, hein, la fiscalité française. Donc honnêtement, moi perso, je vois pas comment on peut réduire les niches fiscales à l'heure actuelle, et pareil pour les hauts impôts. Donc ce qui est évidemment envisageable, hein, c'est ce qu'ils ne veulent pas faire, tout simplement parce que ils veulent garder leur confort, et tout simplement, ça enlèverait leur confort, hein, les solutions envisageables, enfin, en tout cas, ça réduirait leur confort. Donc, la réduction des dépenses, d'une manière générale, hein, voilà, ça peut être la réduction des dépenses de fonctionnement, ça peut être la réduction des avantages à l'Élysée, c'est ce que j'ai dit dans le deuxième point. Mais là, évidemment, ils ne vont pas toucher, puisque du coup, ils toucheraient leur confort, même si ça coûte des tonnes d'argent. On peut prendre, voilà, le Gérard Larcher, je crois que c'est Gérard Larcher qui avait commandé un fauteuil à 35 000 balles. Honnêtement, les gars, bon, je sais que 35 000 balles, ça va pas changer les choses, mais si tout le monde fait ça, c'est des millions, des dizaines de millions à l'année. Et en fait, très clairement, nous, en gros, on s'achète des chaises chez nous à 20 balles, pendant que lui, il achète des sièges à 35 000 avec notre argent. Donc ça fout un peu les boules, clairement. Donc réduction des avantages à l'Élysée, ce qu'ils vont pas faire évidemment, puisque ça les arrange pas, et réduction des aides pour les non-méritants. Ce que j'appelle non-méritants, c'est les personnes qui sont en France et qui ne travaillent pas, très clairement. Bon, après, bien évidemment, les personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler, c'est une autre histoire, il faut les aider. Mais les personnes qui volontairement, que ce soit des Français ou même des non-Français, hein, ne veulent pas travailler et viennent pour bénéficier des aides, il faut absolument arrêter ces aides, et à partir du moment où ils vont travailler, ils auront le droit à certaines aides, certaines couvertures sociales,
mais tant qu'ils ne travaillent pas, bah, ils n'ont pas toutes ces aides, ils n'ont pas de couverture sociale. Il n'y a que la France qui est comme ça. Je suis allé en Suisse, il n'y a aucune aide sociale pour les étrangers, il n'y a aucune aide sociale pour les non-méritants, tout simplement. Et c'est comme ça que ça devrait se passer en France, et on aurait tout simplement une meilleure situation au niveau de la France. Maintenant, ils ne le feront pas, parce que personne a les coronesses, très clairement, de faire tous ces changements. Donc voilà, tout ça pour dire que on a des ministres qui sont quasiment tous multimillionnaires, hein. On a un patrimoine moyen de 2 600 000 euros, et en gros, eux, ils sont dans le confort, et nous, ils nous demandent de faire des efforts, hein, les citoyens lambda, alors qu'on est déjà matraqué par la fiscalité et qu'on est en réalité très très pauvre par rapport à eux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi clairement ça me révolte et je vous cache pas, hein, que j'ai prévu de quitter la France dans les années à venir tellement c'est du n'importe quoi. Donc parlons maintenant du dernier point, je vais passer assez rapidement. Voilà, investir pour te protéger. Se protéger de quoi? Alors, il y a 4 points selon moi où tu peux éventuellement te protéger de l'inflation. Déjà, voilà, on sait que l'inflation, ça grignote notre pouvoir d'achat tous les ans. On doit investir pour compenser l'inflation, gagner plus que l'inflation, tout simplement. On va se protéger également d'une misère, d'une impensable retraite, puisque maintenant, si vous avez 60 ans, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir une retraite. Maintenant, les gens qui sont comme moi, hein, dans la même génération que moi, ou même celle d'avant ou d'après, qui ont 30 ans, à peu près, 35 ans, on n'est pas sûr d'avoir une retraite, ou même si on en aura une, on ne sait pas le montant, et malheureusement, je pense que ça ira pas en s'arrangeant. Voilà, si on n'a pas de retraite, il faut se la préparer, et du coup, si on a une retraite plus tard, ce sera un bonus qui viendra tout simplement s'accumuler. Mais il ne faut pas compter malheureusement sur la retraite puisque c'est suicidaire aujourd'hui de se dire qu'on aura une retraite de l'État, tout simplement. On va également se protéger d'un système de santé de plus en plus défaillant, hein. Bon, on le sait, hein, notre système de santé est l'un des meilleurs du monde. Voilà, la carte vitale, hein, c'est quelque chose d'hyper bien. On paye très peu de frais de santé, alors il faut quand même le dire, hein, on paye de plus en plus de frais de santé, il y a de plus en plus de médicaments qui ne sont pas remboursés, et on peut voir un petit peu le service public, hospitalier ou même les médecins, c'est catastrophique. On n'arrive plus en France à avoir de rendez-vous avec les médecins. Très clairement, des fois on a 6 mois ou 1 an d'attente pour un simple rendez-vous chez un cardiologue, donc en fait tu as le temps de mourir 3 fois. Pareil pour le dentiste, des fois c'est 6 mois d'attente si tu as la chance d'avoir un dentiste. Donc très clairement, un système de santé qui est de plus en plus défaillant, hein. Ok, on paye rien, mais en attendant, c'est pourri. Donc moi perso, je préférais qu'on me donne plus d'argent, que je paye moi-même mon dentiste, mais par contre j'ai un bon service, très clairement. Et en plus, compte tenu du budget de la Sécu qui est en quasi faillite, hein, ils ont annoncé quand même la sécurité sociale en faillite en 2027, très clairement, si ça arrive, ça va être de plus en plus compliqué, vous l'aurez compris, et les frais de remboursement vont être de moins en moins intéressants. Et pareil, hein, du côté de la pauvreté, hein, d'une manière générale, malheureusement, on voit très bien que la France, il y a de plus en plus de millionnaires, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui sont pauvres. Et donc ça, c'est pareil, ça va continuer. Si on n'investit pas, il y aura de la pauvreté, de plus en plus de pauvreté d'une manière générale en France. On le voit déjà à l'heure actuelle, depuis 2-3 ans, la pauvreté s'accélère malheureusement, et ceux qui investissent s'enrichissent de plus en plus. C'est comme ça, et ça le restera tant qu'il y aura un système capitaliste, tout simplement. Tout ça pour vous dire que c'est très important d'investir, que ce soit de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse. Moi, je prône l'investissement en bourse en France. L'investissement immobilier, pour moi maintenant, il y a trop de contraintes, hein. J'ai eu un appartement, je préfère largement la bourse, je suis beaucoup plus serein, voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Voilà, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui diffère de d'habitude. D'habitude, on est plus sur mon suivi de PEA-CTO. On reste dans le sujet économique, un petit peu bourse, mais on est sur des analyses de patrimoine, sur un petit peu le sujet politique économique. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à me dire un petit peu ce que vous pensez de la situation à l'heure actuelle, ce que j'ai décrit dans cette vidéo tout simplement. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne si vous voulez suivre tout simplement tout mon contenu. Donc ça peut être de l'actu bourse, de l'actu politique, économique et également mon suivi de PEA et CTO. Je vous dis à très vite, c'était Quentin. Salut à tous.